Donc, je me présente, Baptiste Guiraud, rédacteur web depuis 6 ans. Aujourd'hui, je travaille essentiellement pour des gros comptes. Je suis passé par toutes les étapes de la rédaction web, écrire au kilomètre, rentrer dans des équipes, etc. pour aujourd'hui me concentrer sur de gros clients. Donc aujourd'hui, si vous êtes bricoleur, si vous êtes papa, maman, futur parent ou caféinomane, vous avez forcément lu une de mes pages, je pense. Donc, en parallèle de la rédaction web, aujourd'hui, j'ai lancé un programme de formation, Rédac Academy, qui permet en réalité de rentrer dans le programme en sachant écrire et d'en sortir en sachant faire ranker une page, en comprenant tout ce qui va autour, tous les enjeux qui y sont liés, la visibilité, etc. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est Tistou80. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous parler d'IA. Donc, c'est un petit peu bizarre pour un rédacteur de venir parler d'IA, parce qu'aujourd'hui, on a 3 types de réactions essentiellement face à l'IA. On a les éditeurs de sites qui, eux, réagissent plutôt du genre hier en 2 heures, j'ai pondu un site de 600 pages. Très bien. On a une autre réaction, c'est les rédacteurs. C'est mon Dieu, on va tous mourir. Et on a une autre réaction qui est très fréquente, c'est aussi bien les éditeurs que les rédacteurs, c'est l'IA, c'est de la merde. Donc tout s'entend. Et aujourd'hui, je vais essayer de montrer que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et que la nuance fait souvent la différence en réalité. Donc je vais essentiellement vous parler de GPT-3 et SEO TXL. Quand je parle de GPT-3, je parle de Jasper, c'est comme ça que je l'exploite de mon côté. Donc qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est quoi ces outils? En réalité, on parle de NLP, Natural Language Processing. C'est-à-dire que ce sont des outils qui sont basés essentiellement sur la mécanique de la langue. Donc, qu'est-ce qu'ils permettent? En réalité, une sortie d'IA, on a l'orthographe qui est impeccable, on n'a pas de faute de conjugaison, on a une bonne syntaxe. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bluffant. C'est aussi bluffant que troublant d'utiliser ces outils. Donc, SEO TXL, à la différence de tout le reste qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, c'est un outil français. Donc, il est sur un modèle de langue française qui fait vraiment la différence. Alors, pour moi, il ne s'agit absolument pas d'intelligence, d'accord? C'est simplement de la rapidité de traitement de data, de l'analyse, des probabilités, et en fait, on est simplement sur des outils statistiques en réalité. Ils ont tous une base de connaissances généraliste, c'est-à-dire qu'ils ont été entraînés sur de gros volumes de data qui parlent à peu près de tout. Donc, leur utilisation principale aujourd'hui, la plus utile, c'est le contenu evergreen. En réalité, le contenu evergreen, c'est le contenu qui était vrai hier, qui l'est aujourd'hui et qui le sera encore demain. Et du fait justement de cet apprentissage limité sur des modèles réellement généralistes, on va pouvoir produire du contenu qui a du sens, qui veut dire quelque chose réellement et qui a même le mérite parfois d'apporter des informations dans la mesure où on n'a pas forcément tout en tête. Donc ce savoir est limité. GPT-3 par exemple, son dataset remonte avant 2019. Donc il y a beaucoup de données d'aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir grâce à ces outils. J'espère que vous aimez les robots, j'en ai mis partout. Qu'est-ce qui permettent concrètement ces outils aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils sont surtout utilisés? En réalité, ils permettent d'avoir une génération de contenu très rapide. En quelques clics, on peut avoir un contenu qu'on mettrait demi-heure, 1 heure à écrire à la main. Ils permettent d'automatiser des tâches, c'est-à-dire qu'on peut se décharger d'une partie de la rédaction, à savoir la partie laborieuse, voire leur confier complètement la génération de contenu de A à Z. Donc, on a un gros gain de temps et qui aujourd'hui est en train de faire baisser les coûts liés à la production de contenu. Par contre, malgré le pléthore d'outils qu'on a aujourd'hui, on ne publie pas en automatique. Ces outils peuvent se tromper en fait. Tout va dépendre du contexte, tout va dépendre de la façon dont l'info est sollicitée, tout va dépendre comment on cherche à lui faire cracher ce qu'il a dans la tête. Donc on ne publie pas en automatique parce qu'on peut réellement se tromper. Et on a une responsabilité dès lors qu'on publie une page, elle va être lue. Les gens prennent ça pour de la réelle information. Donc on ne publie pas en automatique, à minima on relit, on corrige. Et avec ces outils, évidemment, on ne peut presque pas, vous noterez la touche de malice sur le presque, écrire d'actualité. En réalité, il y a plein de tips qui permettent de faire plein de choses.
En contrepartie, qu'est-ce qu'un rédacteur web? Un rédacteur, en réalité, on dit rédacteur web, mais il y a plein de profils différents, selon les spécialités, selon les appétences, selon les capacités des uns et des autres. On a différents profils de rédacteurs web. Donc on va avoir le rédacteur SEO qui cherche absolument à faire ranker toutes ses pages. On va avoir le storytelling qui là est là pour vous raconter de belles histoires, raconter votre marque, parler de vous. Et on a le copywriter qui lui, alors terme un peu galvaudé, en ce moment on voit un peu tout et rien derrière copywriter, mais en réalité le copywriter il est là pour vendre. Il faut que sa page soit visible et qu'il arrive à convaincre et qu'il vende. Donc ce qu'on attend de lui, c'est basique en fait, c'est de base, je veux dire, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe est évidemment très correcte. Et ce qu'on attend en spécificité du rédacteur, c'est qu'il soit capable de créer le bon contenu pour la requête visée, ou du moins pour la commande du client. Voilà ce qu'on attend d'un rédacteur. Donc c'est très mal écrit, mais bonne méthode et bonne approche, sujet... Moi, j'arrive même pas à le lire sur le petit écran, désolé. Mais en gros, voilà, il faut avoir tout ce qu'on peut mettre dans une page de mieux, on le fait. Donc l'avantage qu'il a, le rédacteur, comparé à tous ces outils, c'est qu'il est capable de traiter d'un tas de sujets. Il est capable d'avoir un domaine d'expertise. Il est capable, théoriquement, de se démarquer du marché. Aujourd'hui, un rédacteur qui n'arrive pas à se démarquer du marché, il est pris dans la masse, et malheureusement, la compétitivité est réellement compliquée. J'abrège là-dessus, vous avez compris. En réalité, ce que je voulais faire, c'était le mettre en compétition à l'IA. En réalité, on voit qu'il est capable d'écrire de l'actualité, etc., etc. Donc en fait, quand vous engagez un rédacteur web, vous ne l'engagez pas, vous ne le payez pas simplement pour les mots qu'il va poser sur une page ou dans votre site web. Il y a plein de phases qui entourent la création d'une page, notamment la prise de renseignements, la compréhension de la niche et du contexte de la page dans lequel la page va exister, l'analyse de la SERP évidemment pour arriver à comprendre si je vais arriver à me positionner, pourquoi, comment et grâce à quel levier. Et au-delà de tous les aspects, oula, la photo a mangé le truc, le rédacteur a un truc que l'IA n'a pas, c'est l'empathie et la compréhension. Malgré le fait que l'IA soit bluffante sur le rendu et sur tous les textes qu'elle peut pondre, à aucun moment elle n'a d'empathie pour qui que ce soit, ni pour le lecteur, ni pour le client. Donc voilà ce qu'on attend du rédacteur concrètement en quelques points. Certes, la belle plume, c'est normal, mais c'est surtout tout ce qui va autour en réalité qui va faire sa plus-value. Il va être capable d'inscrire une page dans un contexte, il va comprendre réellement son client, il va savoir à qui parler, comprendre l'audience du client et être à même de jouer sur ses besoins, ses frustrations, ses attentes. L'exactitude des informations, évidemment, il devra toujours ajouter le petit plus qui fait la différence, le petit conseil, le petit tip que le lecteur va retenir et qui lui permettra de mettre la page en favori en fait. Et encore une fois, le bon contenu, j'insiste là-dessus, c'est qu'on n'écrit pas pour remplir des sites. Il faut qu'on soit visible, il faut que la page réponde à une intention, il faut qu'elle remplisse des objectifs. Donc la petite phrase là, de synthèse, je trouve qu'elle regroupe à peu près tout ce qui est aujourd'hui mon métier en réalité, et ce qui doit être les qualités d'un rédacteur, à savoir la curiosité, être éveillé, comprendre les contraintes du web. C'est pas parce qu'on a une belle plume qu'on va arriver à faire ranker un site. Ça, typiquement, j'ai mis cette image pour vous montrer l'exemple de ce que je peux produire pour certains clients. Ça, c'est un mind map éditorial. Là, on a 4 mois de contenu qui sont prévus. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait par l'analyse des SERP et par l'analyse du besoin client. Et là, c'est ce qui m'a permis de positionner ce client dans sa niche réellement bien. Donc l'état des lieux rapide du marché web, du contenu web en 2022, c'est tout simple. En fait, selon les objectifs, aujourd'hui, le rédacteur se trouve en compétition avec l'IA. C'est aussi fou. Enfin, on aurait dit ça il y a 2 ans, moi, je n'y aurais pas cru. Et pourtant, on y est là maintenant. Donc, typiquement, sur le remplissage, donc la vente de liens, ce genre de choses, en fait, le rédacteur français n'y est quasiment plus sur ce marché et on est sur des rédacteurs low cost et sur de l'IA.
on produit du contenu en masse, pas cher, et en réalité, on remplit les sites. En revanche, sur le contenu evergreen, c'est là qu'il y a eu le gros changement en fait, sur le marché, c'est qu'on se retrouve tous en compétition. Aussi bien le rédacteur FR que le rédacteur offshore que l'IA. Parce que l'IA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le contenu evergreen, elle est vraiment adaptée en réalité. Elle a ce savoir qui était vrai hier et qui le sera encore demain. Ce qui souffre le plus là sur l'opération, en réalité, c'est probablement les rédacteurs français sur le contenu evergreen, dans le sens où même des rédacteurs low cost, offshore ou pas, on arrive à trouver des profils universitaires ou journalistiques qui ont une belle plume et qui arrivent quand même à bien renseigner sur ce type de contenu. Donc ça, c'est un peu la gueule du contenu evergreen aujourd'hui, du marché du contenu evergreen aujourd'hui. En revanche, dès lors qu'on va passer sur des pages avec des objectifs plus conséquents, ben là, on va plus faire appel à des rédacteurs FR parce que justement, il y a la couche de copywriting, la rédaction SEO, ça sous-entend que ce qui est écrit pour ranker, pour exister et vraiment pour être lu. Donc, ça suppose de la compréhension, ça suppose d'être capable de bien comprendre son client, de bien comprendre, encore une fois, ses clients à lui, et d'être capable de maîtriser tous les leviers liés au web à la visibilité, l'optimisation sémantique, le maillage interne, la structure du texte, tout ce qui va autour. Aujourd'hui, il y a des clients qui me demandent d'écrire avec de l'IA pour baisser les coûts de la rédaction. Il y en a d'autres qui s'y refusent complètement, par peur des pénalités en réalité. À mon avis, et de l'avis de pas mal de spécialistes de ce que j'ai pu entendre, Google sait déjà détecter le contenu IA. Évidemment qu'il sait le faire. Mais est-ce qu'il a intérêt réellement à virer du contenu simplement parce qu'il est IA? C'est pas dit. La preuve. En réalité, là, le petit exemple que je vous donne, c'est une P0 sur un de mes sites. Le contenu est entièrement rédigé avec de l'IA. Si vous regardez d'ailleurs, vous êtes libre, point d'exclamation. Là, on dirait vraiment une petite phrase, une interjection humaine. C'est de l'IA. J'ai pris une P0, vous voyez le trafic. Quel intérêt aujourd'hui a Google à flinguer cette page, dans la mesure où elle répond à l'intention et qu'elle est vue tous les jours. Il n'a aucun intérêt à le faire. Surtout si cette page, par exemple, a de l'AdSense ou autre, elle lui rapporte de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il vous flinguerait? Aucun intérêt pour lui. Donc voilà un petit peu l'état des lieux rapide du marché. Et j'ai voulu, via ce tableau, opposer un petit peu le rédacteur, justement, et l'IA. Et si on regarde bien, les points de différence, ils sont sur des trucs très importants sur le web, dès lors qu'on va avoir des pages qui comptent. La justesse des informations. Vous ne vous voyez pas publier une page sur votre site qui dit n'importe quoi, ou qui envoie les clients au casse-pipe. Sur la capacité et la rapidité de production, évidemment que l'IA gagne. J'appuie sur un bouton et j'arrive à obtenir 1200 mots. 1200 mots, même si j'écris vite aujourd'hui, il me faut une bonne heure pour le rendre et le finaliser. Sur la prise de renseignements, c'est là que nous on fait la différence, les rédacteurs, à moins de tuner un modèle réellement sur la thématique que vous souhaitez, auquel cas, là ça va vous coûter quand même pas mal de sous pour l'instant. Et ensuite, sur le coût, évidemment que l'IA nous met à l'amende. Un rédacteur web, aujourd'hui, c'est entre 1 et 15 centimes environ par mot, là où l'IA peut coûter quelques centimes par page. Donc, oui, on est en compétition. Par contre, via le tableau, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes capacités, ni même les mêmes possibilités derrière grâce au contenu. Donc là, je me suis amusé à prendre des exemples de mes sites. Et on va faire un petit jeu tout simple. Vous n'allez pas dire IA, vous allez lever la main simplement. Je vais vous dire IA ou humain. Et à partir de là, on va voir. Je vous laisse lire quelques secondes. Allez-y. On ne va pas le dire, on va lever la main, ce sera plus simple. Ceux qui pensent que c'est un humain qui l'a écrit, levez la main. Ceux qui pensent que c'est l'IA. Ok, bien joué. Notez un truc, cette page, ce passage, je le trouve aussi génial que con en fait. Pourquoi? Simplement pour une chose, c'est qu'on est en train de parler de sucre dans une page qui parle de laine de verre en termes de SEO, de compréhension du moteur, c'est pas génial. Par contre, si cette page
arrive en top 10 et que le lecteur tombe là-dessus, la barbe à papa, ça va lui parler de suite en fait. Donc je vous en parlerai bientôt, pour l'instant elle est 13e cette page. Elle approche du top 10. Humain ou IA? Je vous laisse lire 2 secondes. Ceux qui pensent que c'est un humain, levez la main. Ceux qui pensent que c'est de l'IA, levez la main. Ah, il y en a plein qui ne savent pas au milieu. C'est un humain. Ça, c'est du contenu low cost sur un site d'actualité. On voit que c'est compliqué là quand même. On voit que la syntaxe, on voit que l'articulation de la phrase est compliquée. Je vous laisse lire. IA ou humain alors? Humain? Et ceux qui doutent au milieu? IA? Bah, tout le monde a perdu, en fait, c'est les deux là. En réalité, ce passage est sorti, le jour où ce passage est sorti, j'étais en train de prendre en main un petit peu SEO TXL. J'ai mis mon casque et j'ai demandé s'il y avait quelqu'un dans mon ordinateur en fait. La tournure des phrases, je trouve ça plutôt très convaincant quand même. Et on voit qu'il met des points d'exclamation et qu'il suit même une logique qui est limite humaine, je trouve. IA ou humain? Ceux qui pensent que c'est de l'IA, ceux qui pensent que c'est de l'humain. Ça, c'est de l'IA. En réalité, quand on arrive à solliciter l'outil, quand on arrive à comprendre le principe de prompt, qu'on comprend le principe de template, c'est typiquement le savoir qu'on arrive à lui faire restituer. Et ça permet d'avoir des pages qui se démarquent du reste réellement du contenu IA. Les petits nostalgiques des Young Timers. IA ou humain? Tout le monde est d'accord sur IA. Ça, c'est simplement un prompt. Un prompt, et je vous le donne, je vous en fais cadeau. Vous tapez votre keyword, Peugeot 205 GTI, 2 points. Derrière, vous mettez fiche d'identité. Vous revenez à la ligne, vous tapez nom, 2 points, et vous arrêtez le curseur. Vous faites entrée, et tout le reste, il vous le donne. J'ai coupé, parce que derrière, il vous donne le nom du designer, il vous donne qui a travaillé dessus, combien de coupes elle a gagné en rallye, etc., etc. Là, on arrive à sortir un article sans quasiment mettre la main dans le cambouis. Vous pouvez vérifier, toutes les informations sont justes là. Donc vers quoi est-ce qu'on va, nous, les rédacteurs? Alors, à mon sens, personne mieux que les rédacteurs ne peut utiliser l'IA pour produire du contenu. Pourquoi? Parce qu'on va allier les deux pans réellement de la rédaction web. À savoir, le rédacteur est créatif, l'IA, elle ne fait coordonner des informations. Le rédacteur comprend et il est dans l'empathie. L'IA, elle produit du texte, mais seulement dans un contexte. Le rédacteur sait écrire pour le web, et ça fait toute la différence. L'IA écrit tout court. Ce n'est pas parce que vous avez les bonnes informations dans votre article, même grâce à l'IA, qui va ranker votre article. Il y a beaucoup plus de choses que ça à prendre en compte. Et enfin, si le rédacteur livre un texte, il engage sa responsabilité. Quand il envoie le texte, c'est sa caution, c'est une caution. Quand l'IA vous livre un texte, vous devez systématiquement vérifier ce qui est dedans comme information. Encore une fois, on ne publie pas en automatique. Et si le rédacteur de demain était un rédacteur web augmenté, en réalité, cette expression du rédacteur augmenté, j'aime beaucoup. Ça permet de marier les deux concepts en réalité, la quantité et la qualité. Donc, en réalité, pour ma part, quand j'utilise l'IA et que je travaille avec, j'arrive à tripler ma productivité. En général, je plafonnais à 6 000 mots par jour. J'arrive à passer à 17 000 mots par jour maintenant. 17 000 mots, on commence à être sur du rendement vraiment intéressant. Un roman, en moyenne, contient 50 000 mots. 3 jours. 3 jours, je plie un livre. La courbe que vous voyez dessous, en réalité, c'est un de mes sites. C'est un site test IA. Totalement IA. En revanche, sous mon contrôle. Là, vous voyez le trafic qu'il a fait. Le trafic a un peu baissé parce que c'est un site de cuisine et j'étais premier sur des recettes de barbecue. Donc forcément, ça baisse un peu. Mais concrètement, ce site est lu. Toutes les recettes sont vérifiées. Il fait beaucoup de trafic et il commence à me rapporter pas mal d'argent.
Donc il y a moyen de faire de très belles choses sans tromper personne et en donnant de vraies informations. Il faut comprendre l'IA en réalité pour l'exploiter. Beaucoup de gens en sont déçus parce qu'ils disent « ça m'a donné de la merde, c'est du contenu lambda, ça ressemble à tout le reste, c'est plein d'adverbes, c'est pas génial ». En réalité, il faut comprendre. Un outil ne fait que ce qu'on lui demande. Vous devez le plier à votre volonté, quel que soit l'outil en réalité. Vous devez le plier à votre volonté. Vous devez comprendre son fonctionnement pour prendre la main sur l'outil. Et dès lors que vous allez arriver à le faire, vous allez arriver à obtenir un vrai contenu de qualité. Et pas simplement du remplissage, et pas simplement du blabla, du vrai contenu de qualité. Si on travaille main dans la main, c'est peut-être ça la solution du coup. Encore une fois, voilà, la compréhension est au centre de tout, de l'utilisation de ces outils. J'ai parlé avec pas mal de monde depuis hier. Je parle avec beaucoup de monde sur Twitter ou via d'autres canaux. Et beaucoup de monde est déçu de ces outils. Et c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Ils en font une utilisation standard. On met un titre, on appuie sur un bouton, on veut une introduction. Mais forcément, ça va être lambda. Ça ne va pas être joli, ça ne va pas être intéressant, ça ne va pas être pertinent. J'ai des sites où je m'amuse même à rédiger les landing pages qui sont tenus de convertir avec l'IA. En fait, je me décharge de toute la partie pesante du contenu. Et je peux vous garantir que ces pages convertissent, que je fais des leads et que je vends des devis. Donc, on peut tout faire, mais c'est la proportion d'intervention de l'humain dans le process qui va donner une différence à la fin. Souvenez-vous d'une chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IA écrit tout court. Le rédacteur écrit pour le web. Et c'est ce qui fait toute la différence dans le process et dans l'utilisation de l'IA par un rédacteur en réalité. Il va la mener au bon endroit, dans la bonne direction, avec la bonne structure, le bon contenu, tout ce qu'il faut. En réalité, ce ne sont pas des outils magiques, ce sont des petits assistants. Moi, je les vois vraiment comme mes petits stagiaires à la maison qui sont corvéables à souhait et que j'exploite en continu. Alors, il y a un truc, tout ce que j'ai écrit là, vraiment, c'est vrai. Si vous écrivez, ils vous imiteront. Et c'est là la clé de beaucoup de choses. On ne commence pas à générer un texte en appuyant sur le bouton, comme je vous l'ai dit juste en bas. On commence à lancer la rédaction. On lui dit dans quelle direction on veut partir. On met le ton, on donne le vocabulaire. Et ensuite, on se fait aider, on se fait accompagner. Surtout, ce petit conseil là aussi, si ce qu'ils produisent ne vous plaît pas, vous effacez et vous continuez d'écrire. Ce n'est pas parce qu'un outil produit du contenu qu'il doit produire tout votre contenu. Encore une fois, jusqu'à présent, vous produisiez votre contenu, continuez. Simplement, testez de temps en temps de vous faire aider à certains passages et vous allez voir que quand on arrive au bon ratio de contexte pour l'outil, il arrive à vous suivre. Il suit le ton, la syntaxe, la forme des phrases et il déclenche même des templates de réponses que vous avez déjà fait en amont. Vous arrivez à avoir des pages standardisées et vous pouvez vraiment attaquer tout type de contenu. C'est là que ça devient intéressant de s'en servir. Cette phrase-là, ne succombez pas à la tentation du pouce-bouton et délivrez-nous du spam. Sincèrement, c'est ce que je dis tout le temps, en formation ou quand on me demande un conseil. Oui, ça produit du contenu, mais vous êtes le maître du vaisseau. C'est vous qui commandez. Donc, avancez, amenez-le là où vous voulez et vous allez voir, il va vous suivre. Très important aussi avec l'IA de comprendre le principe de template. Dès lors que vous déclenchez un prompt, il va vous répondre via un template de réponse. Tout à l'heure, là, avec le prompt que je vous ai donné, vous avez vu le template de réponse. Vous changez 205 GTI et vous le mettez par la laitue iceberg, il va vous dire où elle est cultivée, comment, en quelle saison, qu'est-ce que ça suppose, etc. Et il va même vous expliquer comment la manger. En réalité, tous ces templates sont enfermés dans les outils. Les prompts permettent de les déclencher et c'est ce qu'il faut chercher. C'est la chasse aux œufs de Pâques en permanence, on cherche les prompts, c'est les outils qui les autogénèrent. On n'a pas une liste de prompts qui apparaît comme ça
parce que l'outil existe, au contraire, il faut les chercher. Donc là, le prompt que je vous ai donné tout à l'heure, je l'appelle le wiki prompt, parce que vous avez vu le type de réponse qui déclenche, c'est vraiment type Wikipédia. Mais en réalité, il y en a plein. Et il faut tous les utiliser selon un certain contexte. Mais faites cette chasse au prompt. Essayez de comprendre comment vous pouvez déclencher des templates de réponse. Et une fois que vous aurez compris ça, vous saurez quand et comment exploiter ces outils de génération de contenu. C'est là qu'est tout l'intérêt en réalité. Vous avez la main, ils ont le savoir, ils ont la capacité rapide de répondre, exploitez-les. Mais réellement, exploitez-les. Ne vous faites pas diriger par l'outil. Jamais. N'allez pas dans une direction que vous n'espériez pas. Parce que très souvent, vous allez être déçu sur la génération de contenu. Et enfin, le petit conseil que vraiment, mettez-vous-le dans un coin de la tête, remettez toujours en question ce qu'ils produisent. Alors oui, ils savent beaucoup de choses, mais vous allez voir que dès que des chiffres sortent, dès que des réponses sont données, il peut y avoir des soucis au niveau de l'exactitude de l'information. Pourquoi? Parce qu'on passe par l'anglais très souvent avec GPT-3 et on est traduit ensuite. Ça peut amener des soucis. Vous êtes rédacteur, vous demandez si vous êtes en danger. Je comprends, il y a de quoi. Ben, ça dépend en fait. Ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de si vous allez accepter l'évidence. Aujourd'hui, je suis d'accord que on ne peut pas obtenir simplement un contenu fou d'un coup, simplement en appuyant sur un bouton. Par contre, tout ce que je viens de vous dire permet de le faire. Donc en réalité, quelqu'un qui dépend du contenu, qui rédige toute la journée, il a tout intérêt, en fait, aujourd'hui, à s'intéresser à tout ça. Pourquoi? Ben, simplement pour suivre l'évolution, pour ne pas se retrouver dans un an largué parce que tel ou tel outil sera sorti et qui permettra de passer un step supérieur. On va vers des choses assez folles. Parlez-en avec Vincent Terrazi, vous allez voir, il va y avoir des notions d'émotion, mais pas simplement d'émotion, d'hormones, de ce que vous avez dans le corps. Un petit shoot d'adrénaline, un peu d'endomorphine, on va pouvoir modéliser des modèles absolument fous. On va pouvoir simuler de l'empathie via les hormones. Alors, on n'y est pas, mais parlez-en avec Vincent Terrazi, vous allez voir, c'est vraiment pas très loin. On en est à très très peu. En tant que rédacteur, en réalité, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est à nous d'en faire la meilleure utilisation. Pourquoi? Ben, surtout pour une chose, c'est l'éthique, la qualité de l'information et la forme. C'est nous qui garantissons que la page va ranker. C'est nous qui garantissons que l'information est juste et qu'elle ne va mettre personne en danger. Si vous écrivez pour de la santé et que vous sollicitez l'IA à mauvais escient, imaginez ce que vous pouvez engendrer derrière, même chez un seul lecteur. Vous pouvez le mettre en danger sur une dose d'un médicament, sur un symptôme qui ne prendra pas forcément au sérieux alors qu'il l'est peut-être. Donc souvenez-vous de ça. Vous avez, en tant que rédacteur et producteur de contenu, une grosse part de responsabilité face à votre lectorat. Pour savoir ce que va devenir le métier de rédacteur web, cette image, je la trouve plutôt parlante. Fin 19e, début 20e, ça c'est un métier d'avenir. Rédacteur web aujourd'hui, ça a été un métier d'avenir pendant un moment. Est-ce que ça va le rester? J'en sais rien. Lui, il est devenu technicien GDF. Nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, en tant que rédacteur, et si vous êtes rédacteur, collez à l'actualité, croyez-moi, si vous ne voulez pas finir comme ce monsieur, perdu aux oubliettes. Donc pour les rédacteurs web, ben, à suivre, il y a GPT-4 qui arrive là. Moi personnellement, je l'attends de pied ferme. J'ai hâte de me bagarrer avec lui et d'essayer de lui monter sur le dos et de le dompter, de le tordre à ma volonté. Mais si vous avez loupé le coche jusqu'à présent, foncez, intéressez-vous à ces outils, faites en sorte de les prendre en main et vous allez voir que vous arriverez à vous inscrire dans le devenir de la rédaction web. Ma présentation est finie. Merci beaucoup, Baptiste. Je tiens à remercier énormément toute l'équipe du SEO Camp pour l'organisation et vraiment pour la main tendue. C'était une grande première pour moi et merci de votre présence et de votre accueil. Ça fait vraiment chaud au cœur.